un samedi matin pour ce sujet qui, je l'espère, ne nous concernera pas tous. Voilà, comme ça. Donc, Laurence Perrin, consultante en entreprise, qui connaît bien la vie de l'entreprise de l'intérieur et ses grandeurs et ses difficultés, notamment au niveau des humains qui la composent. Et Anne Omesser, merci, qui est notre témoin en direct, avec un lien fort, bien sûr, sur le burn-out. Je la laisserai expliquer son parcours. Je vous laisse, parce que je sais que ça a été bien préparé. Donc, le Café Santé Nature qui vous accueille, je le dis à la fin de la copie, vous souhaite une bonne matinée et vous demande d'être peut-être de garder les questions à la fin. Comment tu as organisé ça? Oui, je vais vous en parler. On va faire notre possible pour garder un temps de questions, un temps d'échange à la fin. Et de toute façon, les personnes qui peuvent rester au repas ensuite, qui le souhaitent et qui ont le temps, pourront continuer à échanger sur ce sujet. Voilà. Bonne conférence. Merci. En tous les cas, bonjour à vous et merci d'être là. Le sujet que nous vous proposons d'aborder porte sur le bien-être, comme l'a été prévu. Oui. Le sujet que nous avons donc prévu est donc le burn-out. Donc nous allons tenter de répondre à la question, est-ce qu'on peut choisir ou pas? Voilà, donc pour moi le burn-out c'est quoi? Est-ce que c'est un truc à la mode? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans les magazines ou à la télé, mais ça concerne toujours les autres? Est-ce que c'est peut-être, à votre avis, une façon de se défausser? C'est-à-dire que, est-ce que c'est le collaborateur qui se décharge de sa responsabilité, voire de compétences, en disant c'est pas ma faute, c'est la faute du patron ou du dirigeant? Ou alors, est-ce que, là, c'est bien la question, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une défaillance managériale? Donc, eh bien là, je vais m'en occuper et vous donner, à partir du prisme duquel moi je me positionne. Je suis précisément spécialisée en management. Mon regard est dans l'entreprise, mais à l'extérieur. Je suis avec les équipes, mais plutôt à l'extérieur. Je les accompagne. Je vois ce qu'est le management. Je vois ce qu'est la souffrance des personnes en entreprise. Et donc, c'est de ce prisme-là que je me positionne. Et Anne. Donc, bonjour. Je m'appelle Anne. Et aujourd'hui, je me positionne en tant que témoin, puisque j'ai vécu un burn-out. Alors c'est un défi d'être là aujourd'hui. J'ai complètement perdu l'habitude de parler en public. Ça a été une habitude, il fut un temps. Et le burn-out m'a en fait conduit vraiment à une perte totale de confiance en moi. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai le cœur qui bat la chamade et j'ai les mains moites. Mais bravo. Bon, je vais faire de mon mieux. Donc, notre rencontre aujourd'hui a pour but de vous interpeller sur le sujet, de vous permettre en fait de comprendre la problématique et pourquoi pas d'aider les gens, ceux qui sont autour de vous, par rapport à ce que vous aurez compris, et de leur apporter une aide. Et parallèlement, de vous permettre de repérer des signes, parce que clairement un burn-out, ce sont des signes, et c'est quasiment toujours les mêmes signes. La façon dont nous allons nous organiser porte en 3 parties. La première, c'est quelles sont les raisons d'un burn-out. Vous allez voir, ça se situe toujours au même endroit. Deuxième point, comment définir le stress et ses étapes, puisque le burn-out, c'est la dernière étape du stress. C'est celle qui est finalement la plus difficile. Et enfin, comment sortir du burn-out. Voilà, donc à peu près 1h30 d'intervention. J'espère, en tous les cas, que nous aurons un temps de questions. Si ce n'est pas possible, on vous propose au moment du déjeuner de passer aux questions de façon plus individuelle. Merci à vous. Donc je démarre. Le burn-out, d'abord je plante le décor. Il y a 3 types de burn-out en tous les cas identifiés. Le premier, un des premiers, c'est le burn-off, le burn-out amoureux. Donc là, si vous êtes intéressé par le sujet, c'est Robert Bisbois qui nous développe ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, les raisons du burn-out sont quasiment un peu toujours les mêmes qu'un vrai burn-out dans l'entreprise.
C'est-à-dire que c'est le besoin de performance, mais dans le domaine amoureux. On est un peu mal barré, parce que le domaine amoureux, c'est vraiment alors un lieu où la partie émotionnelle est liée, et ça devient compliqué, sachant que, un petit mot sur le sujet, mais je passerai très vite à la suite. Par rapport au burn-out amoureux, en fait, on a pu identifier que ça fait à peu près que 200 ans que le couple, en fait, est formé par amour. Il y a moins de 200 ans, on se mettait en couple par sécurité. D'accord ? Donc, en fait, l'idée de l'amour dans le couple, c'est une idée qui est toute neuve et on n'a pas de point de repère du tout. On ne sait pas comment faire pour aimer, pour être heureux. Donc, aujourd'hui, on vous dit, soyons heureux et développons-nous individuellement. Donc, on est beaucoup dans le développement personnel. Donc, être heureux individuellement en couple, waouh, quel défi. D'accord, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, l'idée de la performance se retrouve dans cette idée de burn-out amoureux. Mais vous avez bien compris qu'en tous les cas, c'est pas le sujet que je vais aborder. Deuxième burn-out qui concerne le burn-out des femmes. Donc, catégorie de femmes très clairement identifiées. Ce sont généralement des femmes qui ont 5 enfants et qui vont jusqu'à un burn-out, donc jusqu'à un suicide. Vous avez dû en entendre parler ici en France. On a eu quelques suicides de femmes qui, surchargées par l'environnement familial, trop de responsabilités, une difficulté à pouvoir assurer une vie financière et 5 enfants avec une éducation. Vous allez voir qu'il y a 6 facteurs du stress qui mènent au burn-out et elles sont complètement confrontées à ça. Et ça, c'est Violaine Guérito qui nous en parle. Encore une fois, vous avez bien compris que moi, je vais principalement accentuer le burn-out du côté de la vie professionnelle parce que initialement, ça vient de là. Bien sûr qu'après, on a identifié les mêmes signes dans les autres pôles que je viens de vous citer, mais en tout cas, la vie professionnelle est bien concernée par le burn-out. Voilà, je vais vous faire un peu l'inventaire de comment se passe le monde du travail aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, et puis bientôt, je passerai la parole à Anne. Donc en fait, aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous sommes, c'est un environnement très compliqué, en fait même très complexe. Et c'est difficile de s'y retrouver, nous, en tant qu'individus. Parce qu'il y a d'une part l'entreprise qui a besoin de faire de l'argent, la mondialisation, j'en parle un peu plus loin, la mondialisation fait qu'il faut aller vite, on a besoin de trésorerie, et donc l'aspect financier trésorerie va être prioritaire par rapport à l'humain. C'est-à-dire que l'humain va plus se mettre au service de l'entreprise, servir un produit, servir une cause qui est celle de l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui va se servir de l'humain et qui va transformer cette logique. Et donc, c'est-à-dire qu'il va en arriver à asservir l'individu. Et là, ça devient compliqué dans la relation. Autre point, donc la mondialisation. Effectivement, la mondialisation va générer un contexte très particulier, besoin très rapidement d'être réactif, besoin d'être efficace, d'être performant, et puis très souvent, la production va être délocalisée. Ne resteront ici, en France et en Europe, que des métiers très liés à des compétences d'un certain niveau. Autre point, la technologie. Là, c'est super, la technologie, vous êtes d'accord avec moi, c'est génial, c'est vite, ça marche bien, on a le téléphone, en fait, il fait tout. Je veux dire, on a les SMS, on a nos mails, c'est fabuleux, mais alors qu'est-ce que c'est empoisonnant? Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est un peu le quotidien de ceux qui travaillent aujourd'hui en entreprise. Autre point, la redistribution du pouvoir, c'est tout simplement, en fait, l'idée que très souvent les gens, les dirigeants sur place ici en France, n'ont pas la capacité de décider. Simplement, ce sont au niveau des sièges que se prennent les grandes décisions. Donc ils sont carrément pieds et mains liés en entreprise. Et c'est extrêmement compliqué pour eux de pouvoir en même temps être entre le marteau et l'enclume, l'idée de l'argent que demandent les actionnaires et l'idée en fait du soutien que demandent les gens sur place. D'accord ? Donc cette difficulté-là génère effectivement une dichotomie vécue en entreprise. Parallèlement, là, le dernier point, c'est le déclin de la citoyenneté, le déclin en fait du côté de l'aspect collectif. On est beaucoup dans une ère qu'on se développe personnellement, il y a plein de techniques, plein de sujets qui sont très certainement abordés même au Café Santé Nature. Et en tous les cas, aujourd'hui on n'est plus dans un collectif, on travaille plus ensemble et on travaille tout seul et pour soi.
Et ça, ce sont des points qui font qu'en entreprise, ça génère, ou en tout cas dans le monde du travail, ça génère un environnement complètement basé sur la compétition, basé sur l'individu. D'accord ? Voilà, les conséquences de cette problématique du mouvement perpétuel en entreprise portent sur l'essoufflement du perfectionnisme. Donc au bout d'un moment, l'idée de l'homme est bien de rendre un service à plus-value, de bien pouvoir contribuer à faire évoluer l'entreprise dans laquelle il est. Et en fait, la difficulté avec l'accélération du temps, l'accélération de la technologie, eh bien, il est dans cette ambivalence-là, il ne peut pas satisfaire. Et il est dans la nécessité permanente de devoir s'adapter. Et ça, c'est compliqué. Même si je parle aux jeunes, là, par exemple, pour eux, ils sont dans un environnement technologique. Déjà, pour eux, c'est classique, vous voyez, enfin, ils baignent dedans. C'est pas le cas pour ceux qui ont 45, 50 ans aujourd'hui. Et donc, ce besoin d'adaptation est très fort et leur est nécessaire. Et ça leur devient compliqué. Il y a automatiquement un épuisement de l'humanisme puisqu'on va être, en fait, dans une difficulté, une dichotomie qui va se placer entre le progrès utile, là, donc c'est notre téléphone, c'est notre SMS, qui est une manière de pouvoir communiquer, et le progrès subtil qui est comment vivons-nous ensemble, quelles sont les valeurs qui nous relient, quel est le collectif qui fait qu'on a envie de continuer à grandir et progresser tous ensemble. Donc ça rend aussi les choses difficiles et on rentre plutôt dans une logique technique. Et pour terminer, on serait plutôt dans une course à la reconnaissance. On est aussi dans un environnement où l'individu est très valorisé, donc il va avoir besoin de reconnaissance. Il va la rechercher à travers un salaire et à travers une augmentation naturellement financière, mais aussi pourquoi pas hiérarchique. Donc on sort bien sûr d'une logique de coopération et on va rentrer plutôt dans une logique très individuelle. Alors comme je le disais en introduction tout à l'heure, donc oui, j'ai vécu un burn-out. Il a été avéré, identifié en juillet 2012 et depuis peu, pour ne pas dire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une date assez symbolique pour moi. J'en parle au passé. Alors avec cette expérience, avec ce vécu, j'ai compris un certain nombre de choses, j'ai appris un certain nombre de choses, je me sens revivre, j'ai envie d'un certain nombre de choses et je m'ouvre à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris que j'ai des limites, mes ressources ne sont pas intéressantes. J'ai aussi compris combien il est essentiel de veiller sur soi et de s'occuper de soi. J'ai compris que j'étais le chef de projet de ma vie. Donc ça, c'est aussi toute une symbolique. Les réponses, elles sont en moi et non pas à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai appris ? Ces 2 ans d'apprentissage valent mieux que toute une vie, en fait. Donc, j'ai appris à être bienveillante avec moi-même, comme je peux l'être avec les autres. J'ai appris à accepter. J'ai appris à prendre le temps, à être plus dans l'être que dans le faire. J'ai appris à penser autrement pour vivre autrement. J'ai appris à exprimer mes besoins. J'ai appris à identifier ce qui est essentiel pour moi. J'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à retrouver la confiance. Donc aujourd'hui, alors c'est pas une liste exhaustive, il y a encore plein d'autres choses. Aujourd'hui, je me sens vraiment revivre. Premièrement parce que j'ai retrouvé un sommeil réparateur, ce qui fait que j'ai un niveau d'énergie et de vitalité et d'enthousiasme que j'avais avant. Donc ça fait vraiment plaisir de se sentir en vie. Comment je peux vous dire ça ? J'ai retrouvé la confiance qui est en moi, donc ça c'est aussi c'est capital. Et j'ai vraiment envie d'aller vers les autres. Je suis vraiment curieuse de tout aujourd'hui. Je me suis réouverte vers l'extérieur. J'ai découvert de nombreuses activités. J'ai repris des activités que je n'avais plus parce que tout simplement je n'avais pas le temps. Et j'ai pris beaucoup soin de moi pendant ces 2 ans.
Alors aujourd'hui, j'ai envie de vivre une vie sereine et équilibrée. J'ai envie de vivre dans la joie. Et j'ai envie de m'inscrire dans un nouveau projet professionnel. Et je peux vous dire que je vais soigner mon mode d'emploi. Ça, c'est essentiel. Merci. Et donc, oui, en fait, on s'aperçoit qu'en entreprise, il y a un certain nombre de valeurs, des nouvelles valeurs d'ailleurs qu'on va mettre en haut de l'affiche, notamment au niveau des DRH, des directions des ressources humaines. Alors là, on va effectivement bien impacter tout ça et puis dire aujourd'hui, il faut du stress positif. D'accord ? D'avoir du stress positif, ça nous permet de passer. Génial. Aujourd'hui, il faut être flexible aussi, puisque la mondialisation, tous les éléments que je vous ai cités tout à l'heure, il faut être flexible pour pouvoir très rapidement être réactif. Il va falloir être disponible aussi. Oui, bien sûr, vous allez voir, ça a un prix quand même, c'est pas neutre. Il va falloir, alors ça c'est très important, savoir penser en N dimensions. Alors ça, en entreprise et surtout au niveau des DRH, il faut avoir la capacité de pouvoir passer d'un projet à un autre. Là, c'est extrêmement valorisé. Et donc, il va falloir effectivement se soumettre à l'évaluation, puisque une évaluation, c'est la projection dans le temps avec un certain nombre de projets et d'objectifs. D'accord ? Mais oui, ça a un prix aussi. Donc, on s'aperçoit que toutes ces nouvelles valeurs managériales ont clairement un prix et qu'elles sous-entendent, mine de rien, elles ont un espèce de discours caché. Vous voyez ? Et le discours caché, c'est celui-ci, c'est savoir gérer un stress important. Eh bien, c'est tout simplement savoir gérer une trop grande quantité de travail. C'est cher, hein ? Savoir être flexible, eh bien, c'est passer d'un poste à un autre. Donc, ce n'est plus l'individu qui est nommé à ce moment-là. C'est plus un tel avec sa particularité, sa caractéristique d'humain. C'est tout simplement un numéro qui va passer d'un poste à un autre. D'accord ? Vous voyez un petit peu que c'est cher. Et ça, on ne vous le dit pas au départ. On vous emballe bien le paquet cadeau au niveau de la DRH. On dit voilà les valeurs que nous avons envie au niveau managérial de défendre au sein de notre entreprise. Oui, bon, d'accord, continuons. La connectivité, c'est quoi ? C'est tout simplement, et alors ça je pense que vous le savez, 50 à 200 mails par jour. C'est rien. Mais il va falloir répondre. Parce que si vous ne répondez pas, eh bien on va vous taxer. Oui, parce qu'à un moment donné, on va vous dire, mais tu ne sais pas gérer tes priorités, tu ne sais pas gérer ton temps. Voilà, c'est ça qu'on va vous répondre, c'est cher. Encore une fois, c'est lourd, vous voyez ce que je veux dire ? L'environnement a énormément évolué, c'est bien, c'est vrai, mais cependant, c'est lourd. Et alors, pour les jeunes à venir, merci. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurence, donc j'ai identifié quelques pratiques managériales dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc on les repère ici sur la gauche. Et sur la droite, eh bien, vous avez mes valeurs et ce que je suis profondément. Donc ces pratiques managériales ne sont pas forcément généralisées, mais enfin en tout cas, elles étaient pratiquées dans l'entreprise. Donc, on en retrouve quelques-unes ici, et je vais m'arrêter sur celles qui sont en orange. Bon, je pense que ça peut être assez commun. Donc, la différence entre le discours et la pratique, c'est faites ce que je dis et ce que j'écris, mais surtout pas ce que je fais. Alors, l'exemple qui me revient, c'est notamment quand nous avons édité une charte éthique au niveau de l'entreprise qui nous était demandée par tous nos partenaires clients et avec plein de belles symboliques, plein de belles valeurs, mais que je ne retrouvais absolument pas dans l'entreprise. Alors j'étais dans les ressources humaines, c'est moi qui ai payé les nouveaux arrivants, c'est moi qui leur présentais la charte éthique et vraiment qui mettait un accent très fort sur ces valeurs-là. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée en décalage parce que j'avais le sentiment de voler les gens. Je représentais ce qui était dans cette charte éthique, mais dans la pratique, est-ce qu'ils allaient retrouver ces mêmes repères ? Eh bien, pas forcément. Ensuite, un deuxième aspect, donc à la tête du client. Là, bien sûr, comme dans toute entreprise, on avait des règles, mais on avait surtout beaucoup d'exceptions. Chaque cas, finalement, était un cas d'école. Chaque cas était traité différemment. Donc, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ?
Il y a un manque de clarté, il y a un manque de... Enfin, il y a beaucoup d'incompréhension de la part des gens et un grand sentiment d'injustice. Donc, vraiment, ça crée le bazar dans l'entreprise. Un autre élément, le management intrusif. Donc celui-là, je l'ai vécu. Je faisais partie du comité de direction de l'établissement dans lequel je travaillais. Et donc, on répondait à un comité de direction de groupe. Et donc, nous, on avait la charge de faire tourner cet établissement avec l'équipe. Mais quelle que soit la décision qu'on prenait, même sur des choses qui nous paraissaient mais vraiment simples, au quotidien, la gestion de l'entreprise, le management supérieur intervenait dans nos décisions. Donc finalement, quelle était ma place? Quelle était ma marge de manœuvre réelle? Est-ce qu'on me considérait vraiment? Et est-ce que j'étais au bon poste, finalement? Donc, d'autant plus que j'étais quelqu'un de très loyal et de très respectueuse de la hiérarchie. Mais alors, quand on voit ces pratiques et en face les valeurs qui nous habitent, mais vraiment profondément, hein, c'est mon socle, c'est mon pilier, et c'est comme ça que je fonctionne, il est difficile de fonctionner, Alors, j'avais pas forcément compris, hein, le petit poisson vert, il essayait il mettait toute la vigueur qu'il avait pour essayer de faire comprendre qu'on peut peut-être faire les choses autrement. Mais bon, j'étais un peu seule, j'avais beaucoup de monde à tirer, et c'était trop lourd pour moi. Voilà. Oui, la charge, en fait, vous allez voir que ce qui concerne vraiment le burn-out, ça va être un conflit, en fait, un conflit de valeurs, comme on l'a vu là, et parallèlement la surcharge, l'importance, en fait, que l'on peut rencontrer. Alors, différents métiers sont concernés par le burn-out, on s'aperçoit beaucoup de métiers, donc la restauration, la conduite de véhicules, la médecine, évidemment. Les médecins ont été les premiers à avoir connu le burn-out. Je vais en parler tout à l'heure avec M. Freudenberger, qui est un des référents. La police aussi, bien sûr, parce que c'est un métier en fait relationnel, un métier d'humain. Ils sont confrontés à un conflit permanent avec les usagers, donc ça, c'est pas simple. Les travaux manuels, en fait, ces métiers-là, où vous avez un certain nombre aujourd'hui d'ouvriers qui sont en burn-out, parce que la cadence qu'on leur demande est vraiment insoutenable. Et à ce moment-là, encore une fois, vous allez voir qu'un des facteurs qui va les amener au burn-out, ce sera la surcharge et puis le conflit. Et un dernier point, ce sont tous les métiers, en fait, qui sont des métiers dans le tertiaire, je veux dire, les métiers où on travaille sur la télé. D'accord ? Parce qu'à ce moment-là, on doit répondre à un certain nombre d'injonctions permanentes. Et donc, cette impermanence-là est extrêmement difficile pour nous humains à gérer. Et notre cerveau a du mal à accepter la rapidité, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Alors, c'est simplement ce que notre cerveau adore, c'est les shoots. C'est les shoots d'adrénaline. Et là, de temps en temps, on s'en fait tous de façon un peu différente. Il y en a un qui va faire du sport. Il y en a un qui va utiliser des drogues, à travers des drogues différentes. Il peut se prendre des bons petits shoots. Il y en a un autre qui va utiliser le sexe. C'est aussi un moyen de se prendre quelques shoots, de faire des choses un peu différentes. Et le jeu, bien entendu, et la vie professionnelle, les défis, les challenges nous amènent de temps en temps à devoir faire des choses qui sont un peu en dehors de ce qu'on fait habituellement. Et ça nous donne un grand shoot. Ce sont des moments où on a envie de se surpasser. Donc l'adrénaline nous est absolument nécessaire. C'est le fameux stress positif, n'est-ce pas? C'est ce qui nous amène à vouloir nous dépasser, à vouloir grandir, d'accord? Et puis c'est bon, une chose comme ça. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Et le problème c'est que 1, 2, 3. Et au bout d'un moment, c'est l'adrénaline qui va prendre le relais au niveau de nos neurotransmetteurs, au niveau du cerveau, d'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre cerveau va vouloir se nourrir en permanence de cette adrénaline qui va se transformer en cortisol. Et là, ça va se compliquer. Oui, mon travail, c'était ma vie. Donc ce slide peut peut-être vous paraître austère. On a beaucoup discuté au cours de la préparation, mais c'est le résultat. Pendant 20 ans, en fait, j'ai exercé mon métier avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion, avec foi et sans modération. Les horaires, je ne comptais pas les heures. C'était très tôt le matin et très tard le soir. J'étais dévouée vraiment corps et âme à l'entreprise
j'avais un sentiment d'appartenance très très fort, c'est comme si c'était la mienne. C'était une création au départ quand je suis rentrée, elle a grandi, j'ai grandi avec, mais c'est ce qui a aussi fait que j'étais très engagée. Donc j'étais une responsable de service très impliquée, disponible, flexible, tout ce que Laurence a pu décrire tout à l'heure. Je ne disais jamais non, j'étais toujours partante pour accompagner la croissance de l'entreprise et j'étais fière d'appartenir à cette entreprise. Alors, en fait, quand je suis partie, ma charge de travail était très très élevée. Quand je suis partie, 2 personnes ont été embauchées pour me remplacer. Mes tâches se sont largement complexifiées, élargies, les sollicitations étaient très, très différentes. On est parti d'un établissement local à, on va dire, un groupe international. Donc évidemment, les choses changent, ne sont pas forcément accompagnées comme il se devrait, pour que les gens grandissent aussi en même temps. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de mettre l'humain au cœur de mon métier. Je ne gérais pas les ressources humaines, je gérais les ressources de façon plus humaine. Et pour moi, c'est toute la différence. Pour moi, dans ressources humaines, le poids, c'est pas ressources, c'est humaine. Donc, la valeur travail, en fait, fait vraiment partie de ma vie. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de limite entre ma profession, mon métier et ma vie personnelle. Évidemment, j'apportais du travail à la maison, jusque tard le soir. Même sous la douche, je réfléchissais, j'en rêvais la nuit. Il n'y avait plus de possibilité de décrochage. Donc, tout le temps présent, l'esprit présent à l'entreprise, même si ce n'est pas une présence physique. Donc, je m'investissais autant dans mon travail que dans mon rôle de maman. Et en fait, j'alternais vraiment sans relâche les tâches professionnelles et les tâches ménagères. Vraiment, le travail faisait partie de ma vie. Donc, en fait, je passais mon temps à compter, à mesurer, à surveiller, à contrôler pour que je puisse faire tout ce que j'avais à faire et tout ce que j'avais programmé. Tout était millimétré. Il n'y avait pas un espace de répit. Et je me souviens qu'un jour, ma sœur m'a dit, quand elle est venue à la maison, elle m'a dit « J'ai le vertige, rien qu'à te voir ». Pour moi, c'est vraiment significatif. Oui. Celui qui a parlé du burn-out en premier, c'est d'abord, je vous parle des différentes étapes du stress. Et la dernière étape, c'est le stress avec Freudenberg. Hans Selye, un petit peu de théorie quand même, que vous sachiez d'où ça vient, un minimum. Hein. Donc Hans Selye nous a parlé, a détecté, c'est un médecin, a détecté en fait que le simple fait d'être malade génère du stress. Et alors que ce stress, c'est justement le fameux stress négatif, et ce stress qui ne nous aide pas à construire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu identifier 3 étapes que nous allons aborder ensemble. Et M. Freudenberger, lui, a été touché par le stress, par le burn-out. Donc, et c'est bien lui, effectivement, qui a déterminé les 3 étapes du burn-out et la façon dont on y rentre et la façon dont on y suit, en fait. Le burn-out, pour que vous sachiez, vient d'abord d'un milieu particulier, ce sont les toxicomanes. D'accord ? Donc, eux, en fait, par la prise de drogue permanente, vont brûler à l'intérieur un certain nombre d'organes. Et donc, c'est ce qui va générer, à un moment donné, cette mort intérieure, cette non-vie. Vous voyez ? Donc, la façade est toujours là, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Et c'est ça le burn-out. Hein. 3 étapes du stress. La première étape, alors celle-ci, elle est simple, c'est la phase aiguë, la phase d'alerte. Alors là, c'est simple, vous sortez d'ici, vous rencontrez un ours. Wouh! On n'a pas l'habitude. Hein. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a 2 possibilités, on fuit ou on attaque. Là, franchement, je vous conseille une chose. Hein. On va fuir d'abord, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un afflux d'oxygène et dans le muscle et du sang qui va permettre effectivement à ce que nos muscles puissent se contracter et d'étaler. D'accord? Parce que notre corps a besoin de réagir rapidement à la situation. Donc il se met en situation
tout simplement d'alerte pour pouvoir réagir. Donc là, tout va bien, je rentre chez moi, l'ours c'est terminé, je le vois plus, je dors, je mange tranquille, et puis j'en ai pour quelques semaines, tout va bien. C'est cool. Le problème, c'est que l'ours, je le rencontre le lendemain, et le surlendemain, puis à midi et à 15h. Vous voyez, en fait, il se passe que du stress, je commence à en avoir régulièrement, et ça va me mettre dans une situation de résistance. Et là, ça va se compliquer. Parce que notre cerveau va pouvoir amener, en fait, à notre corps tous les neurotransmetteurs qui vont être nécessaires aux organes pour réagir. Au bout d'un moment, à force d'être sollicité, ça va le fatiguer. D'accord ? Donc là, on va commencer dans cette phase-là à devoir puiser dans notre capital. Et plus on puise, plus on épuise. D'accord ? Parce que l'humain, quand même, a des limites. Et là, le problème, c'est qu'on va les tirer sur ses propres limites. Donc, dernière phase du stress qu'on appelle le karoshi. Il y en a environ 10 000 par an au Japon. C'est-à-dire 10 000 suicides. D'accord ? Parce que le karoshi, c'est le suicide, c'est une mort par épuisement. D'accord ? Le burn-out, en fait, c'est pas un sujet très joyeux qu'on vous présente, vous avez bien conscience. Mais le burn-out a une caractéristique forte. C'est que si à un moment donné, c'est pas pris à temps, c'est fini. On va jusqu'au suicide parce qu'on ne sait plus comment faire. Le corps n'a plus du tout les moyens. Donc ça, c'est la dernière étape et c'est celle que je vais vous développer maintenant. Alors, le burn-out, c'est d'abord un état psychologique, un état physique et un état émotionnel. D'accord ? Et on va définir ces trois phases-là tout à l'heure. Le burn-out, c'est le bout du bout, c'est la fin du stress. Vous voyez, c'est la fin du stress positif. C'est vraiment un épuisement. Moi, je dirais que c'est le bout du, c'est peut-être le bout du tunnel, mais pour aller vers un autre tunnel, on va dire. Oui, ça c'est un mot que moi j'aime bien. On appelle ça les grands brûlés de la performance. Les personnes qui sont touchées en burn-out, ce sont généralement des personnes extrêmement compétentes, extrêmement fortes et qui ont la capacité d'encaisser. Pourquoi ? Parce que très souvent en entreprise, elles vont aller combler les gens, ce qui n'est pas là, et c'est elles qui vont le combler. Donc en fait, elles vont prendre sur elles, mais au bout d'un moment, il y a des limites. D'accord ? Et donc l'humain va à un moment donné tomber. Et les personnes qui sont dans cette catégorie-là, généralement, ce sont des gens qui vont chercher à être absolument parfaits, surtout c'est mieux. Je suis déjà. Et puis alors, le degré de notation, entre 0 et 10, c'est donc 10. Facile, non ? Ouais, on va dire ça. Alors, le burn-out, c'est quand même, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est vraiment une maladie qui est liée à la technologie d'un côté et au capitalisme de l'autre. D'accord ? On n'en parlait pas vraiment avant, évidemment. Donc c'est vraiment cette conjonction-là. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment en fait un conflit de valeurs. C'est un conflit entre ce qu'est l'individu, ce qu'il a envie d'apporter en entreprise, et d'autre part, ses illusions. Autre caractéristique, et là j'en viens aux jeunes, on parle beaucoup de Facebook, de Twitter, des réseaux sociaux. C'est pas mal aujourd'hui, moi je suis d'accord, je trouve que c'est extraordinaire pour travailler 2 fois plus vite d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est lourd ? Parce qu'on est en permanence dans l'extraversion. En permanence, on parle de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit à l'intérieur. Donc l'extraversion est permanente. Et si on veut, et là je pense que le Café Santé Nature, c'est un peu ce qu'il développe, si on veut à un moment donné trouver son équilibre dans ce monde-là, c'est à un moment donné revenir à soi. Et là c'est rentrer dans l'introversion et aller se visiter soi-même et pas visiter l'extérieur. D'accord ? Donc ça c'est un peu la complication aujourd'hui dans notre monde, c'est l'extraversion. Et un autre point, c'est tout simplement la difficulté à conduire un projet de bout en bout sans être en permanence perturbé et interrompu. Donc cette interruption permanente dans le travail génère un stress et une fatigue, une lassitude parce qu'on ne peut plus, et ce besoin d'adaptation permanent et nécessaire fatigue. Bien sûr, la quantité, la durée, un bon burn-out, vous voyez, ça se mijote. C'est vraiment le moment où tu mets des bonnes choses dedans, un bon plat, s'il y a des bons ingrédients, je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui est en burn-out, c'est qu'il y a des bons ingrédients dedans. Donc il a mijoté un moment, il a cuisiné tout ça, et puis une fois que c'est bien cuisiné, ça explose. C'est ça le burn-out.
Les 6 facteurs, donc voilà, que vous sachiez vraiment pour pouvoir identifier le burn-out, il y a ces 6 points. Ils ne sont pas tous, ils ne vont pas concerner forcément tout le monde, mais en tous les cas, c'est ce qui va faire qu'on tombe. Un des premiers points, ça va être la surcharge. Celui qui est en burn-out, il n'est pas à 100% de son activité, il est à 120, 130, 150%. Déjà ça, c'est un indicateur. Un autre point du burn-out qui fait qu'à un moment donné, on va tomber, c'est tout simplement parce que on ne maîtrise pas, et j'en ai parlé un peu au début, on ne maîtrise pas le processus dans lequel on s'inscrit. C'est-à-dire qu'on va faire des bouts. Le travail va être parcellisé. Vous pourrez dire qu'on revient un peu à Taylor. C'est surprenant quand même. Hein. Taylor, c'était avant, je crois. Hein, maintenant, c'est fini, on est en 2014. Comment ça se fait qu'on reparle encore de Taylor? Ah ben, on le vit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, une des grandes caractéristiques du burn-out, et on en parle beaucoup en entreprise aujourd'hui, c'est le besoin de reconnaissance. Alors ça, c'est typiquement humain, mais il a un besoin d'être reconnu. Comme on dit, c'est bien ce que tu as fait. Tu t'es investi, tu t'es engagé pour l'entreprise, c'est bien. Tu as éduqué tes enfants, tu t'es occupé là de ta maman, ta maman malade, c'est bien, tu as fait quelque chose, et je te valorise, je te reconnais qui tu es. Eh bien, le problème de cette reconnaissance-là, c'est pas du tout acquis, certainement pas en entreprise. Autre point, c'est le soutien social, c'est le besoin de cohésion. On est dans un monde où on est tous tout seuls, et on est un peu les uns contre les autres, et donc ce besoin en fait de vie collective nous manque. Parce que quand moi je me lève tous les matins, c'est parce que vous êtes là. D'accord? C'est pas parce que je suis là toute seule, ça m'intéresse pas. C'est bien parce qu'il y a les autres qui sont là. C'est pour partager avec eux, pour échanger. Donc ça, cette cohésion-là nous manque. Autre point du burn-out, c'est j'ai mes valeurs, et alors c'est vraiment très caractéristique de l'histoire de Anne, qu'elle vous raconte depuis le début, et effectivement c'est vraiment ce conflit entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Donc c'est la rencontre comme ça, mais qui est plutôt une rencontre c'est un bang en fait. Hein. Et dernier point, c'est le manque d'équité des salariés en entreprise. Donc cette justice est nécessaire. Vous voyez, avoir le sentiment qu'on est tous traités pareil. Et donc ce manque d'équité, ce manque de justice est vécu de la part des collaborateurs. Oui, c'est une forme aussi un manque avec toute la loyauté qui peut être donnée, avec tous les services qui peuvent être rendus, c'est difficile à vivre. Les 3 points du stress, donc les 3 stades, d'accord, sont le premier. Alors le premier, j'allais dire, c'est la dimension du stress classique. C'est le moment où on est extrêmement fatigué, on est épuisé. Alors je pense que le burn-out aujourd'hui ne porte pas les mots justes. Épuisement, qui n'a pas été épuisé dans sa vie? Je suis persuadée que vous aussi, un jour vous avez été épuisé, un peu trop de travail, un peu trop de sport, pas assez de sommeil, etc. Eh bien, vous avez été épuisé. Mais la différence, c'est que vous avez pris quelques vacances, quelques journées, un week-end, et vous étiez nouveau en forme. Le problème du burn-out, c'est quand on est épuisé, on n'a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot n'est pas juste, à mon avis. Ça n'existe pas encore, et j'espère qu'un A sera inventé vraiment qui caractérisera cette problématique. On est donc épuisé physiquement, on est épuisé moralement, on se lève le matin, on n'est pas bien, on dort pas bien d'ailleurs, enfin ça je vais laisser en parler tout à l'heure. On ne se lève pas, ou en tout cas on se force, on est poussé derrière, hein, on a besoin de quelqu'un qui nous tire. Alors là, il suffit tout simplement en tout cas cette étape-là, suffit de se reposer quelques mois, 1, 2 mois de congé, peuvent permettre effectivement de sortir du burn-out. Parce que si on continue à travailler, à puiser dans ses propres réserves, on en arrive au 2e stade, qui celui-ci est ce qu'on appelle, on va sortir de la partie émotionnelle, le lien, la fameuse empathie nécessaire qui permet de rentrer en contact avec les autres. Ce lien de cœur et ce lien relationnel, à ce moment-là, est coupé, tout simplement parce qu'en fait, on ne peut plus rentrer en contact avec eux. Ça nous coûte cher, on a besoin de se protéger. Et cette protection fait qu'on va mettre une barrière entre soi et les autres. Et les autres, pour le médecin, il en parle souvent comme ça quand il est en burn-out, il va parler de la chambre numéro 102, où il va parler du médecin malade 2. C'est pas monsieur un tel, c'est une espèce de numéro, il sort le dossier, il traite le dossier, il traite plus l'humain. Il y a aussi cette dimension-là, la dimension d'idéalisme. C'est-à-dire qu'on a vraiment une conscience claire de cette difficulté à faire vivre
ses valeurs et ce qu'on a envie, son idéal en fait en entreprise, et on se rend compte que là c'est pas vrai, c'est pas possible. Vous voyez, là c'est vraiment une réelle souffrance. Et dernier point, voilà, alors celui-ci on va mettre beaucoup plus de temps à s'en remettre, ou alors la finale, vous l'avez compris, hein, je rigole pas, mais je suis désolée, ce sera le suicide. Et donc ça c'est l'auto-évaluation, c'est-à-dire à ce moment-là on n'y croit plus. On perd complètement l'envie de vouloir voir les choses positives de ce qu'on a pu réaliser, de vouloir imaginer un demain, de vouloir se projeter dans le temps, de vouloir contribuer, comme on l'a toujours fait, aux différents éléments qui caractérisaient notre vie. Il peut y avoir un peu de dépression, ok, pourquoi pas, mais sachez que vraiment, la dépression est un autre état et on n'est pas en burn-out et on n'est pas forcément déprimé, c'est réellement un autre état. Hein. Donc on ne confond pas la dépression et le burn-out, ça n'a rien à voir. Il y a bien sûr une perte de confiance, et donc cette dimension-là, c'est la dimension qui touche vraiment l'être, qui touche l'individu dans vraiment ce qui est plus profond en lui. Et à ce moment-là, la construction ou la reconstruction sera beaucoup plus difficile, parce que là, on parle d'estime de soi. Alors, les symptômes du burn-out, donc effectivement, ils arrivent progressivement. D'abord, ce sont des signes physiques et physiologique qui apparaissent, vraiment une grande fatigue, mais vraiment très intense, qu'elle soit physique ou mentale. Il n'y a plus rien qui rentre et il n'y a plus de jus. C'est vraiment comme ça. Les troubles du sommeil, oui, alors je dormais peu, je dormais mal, je dormais à peu près 3 heures par nuit, et pas avec un sommeil continu, hein, même sur 3 heures. Ensuite, il y a des troubles de l'appétit qui sont arrivés et des troubles de la digestion. Donc là, il n'y a plus rien qui passait. Vraiment, mon organisme ne supportait plus rien du tout. Donc ça, ce sont les premiers signes. Avec du recul, maintenant, je peux dire que c'est effectivement ça. Mais au moment où ça arrive, vous vous dites, oui, ça va passer, oui, c'est pas grave. Je prends un petit cachet, je vais voir mon médecin, je continue, de toute façon, il n'y a pas besoin d'arrêter, on continue. Ensuite, ce sont les signes plus cognitifs et affectifs. Donc là, crise d'angoisse, crise de larmes, sans trop savoir pourquoi. La nuit, pas possibilité de dormir parce qu'il y a un gros point au niveau du thorax qui vous empêche de respirer. Donc la seule chose, c'était de rester debout ou de pleurer. C'était la seule chose qui me soulageait. Beaucoup d'optimisme, beaucoup de pessimisme et aussi beaucoup de désespoir. J'avais aussi des troubles de la concentration et des troubles de la mémoire. J'étais obligée de tout me noter. Mon esprit n'était plus du tout fiable, hein, plus du tout. Et j'ai commencé à avoir vraiment me dévaloriser et avoir une image très négative de moi. Ensuite, au niveau des comportements, il y a aussi des choses qui ont évolué. Plus j'en faisais, moins j'étais efficace. Mais j'en faisais toujours plus. Ça ne m'empêchait pas d'arrêter. Donc, je disais qu'en termes d'efficacité, je ne trouvais plus du tout ni la performance, ni la sensation de faire du travail bien fait, en tout cas à mon goût, hein, et à la hauteur de mes exigences. J'étais aussi devenue quelqu'un de très indécis, alors que j'avais des dizaines de décisions à prendre par jour et que ça ne me posait absolument aucun problème. Mais là, je tournais les questions dans tous les sens. Je me dis, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je devrais pas attendre, est-ce que je devais demander l'avis de quelqu'un, voilà, je n'étais plus mon libre chef. Hein. Mon libre arbitre s'était tout simplement envolé. Pareil pour les initiatives, hein, donc les difficultés à prendre des initiatives pour lancer des nouvelles choses, s'inscrire dans de nouveaux projets. Et j'avais aussi du mal, n'étant pas convaincue moi-même de vraiment savoir si je faisais bien, en fait, je ne faisais pas. Hein. À force de vouloir faire les choses de façon parfaite, finalement, on ne fait rien. Donc là, il s'agissait aussi de s'autoriser, de se permettre un certain nombre de choses. Hein. Mais ce n'était plus du tout en ma capacité. Un autre aspect, c'est vraiment mon caractère a changé. Je suis devenue très irritable, parfois
parfois agressive, voire impulsive. Alors au travail, j'arrivais, on va dire, plus ou moins à me contenir, mais j'ai quand même très souvent senti la cocotte minute monter. Hein. Donc là, ce que je faisais, c'est que je prenais un morceau de papier, j'échangeais avec un collègue à côté de moi, et j'essayais de me concentrer sur mes objectifs, et de ne pas sortir les choses n'importe comment. J'étais toujours très attentive à la forme. Hein. Je pense qu'on peut dire beaucoup de choses, simplement il faut y mettre la forme. Et là, ça devenait de plus en plus difficile pour moi, parce que c'était viscéral. Le dernier élément, donc le repli sur soi et l'isolement. Donc là, il y a aussi quelque chose d'assez caractéristique. Ma porte était toujours grande ouverte. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à fermer ma porte au bureau. Donc j'étais plutôt un lieu d'accueil, vraiment un service de service, hein, service support. Pour moi, les ressources humaines, là, on est support aux salariés, on est support aux managers pour les accompagner dans leur mission. Mais alors là, déjà, je n'avais plus envie. Le regard de l'autre commençait à me peser. Et je n'arrivais plus à... j'avais de moins en moins envie d'être avec les autres. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis une barrière et j'ai fermé ma porte. Donc ça, c'était vraiment très, très révélateur. La rupture. Alors, la rupture... Eh bien, à force d'années d'acharnement et de résistance, mon organisme finalement a atteint ses limites. Donc là, j'ai vraiment dû me résoudre à abandonner, à capituler, à renoncer. Et ce n'était pas une chose facile, sans y être préparée. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne le maîtrisais pas, et c'était si soudain, je n'avais pas prévu. Donc ça, vraiment pas. Dans le moment de la rupture, c'est une avalanche de questions qui se posent. Je ne trouvais plus ma place, et je ne savais pas où chercher pour savoir quelle était ma place. Je me posais énormément de questions sur mes compétences. Je me disais, mais c'est pas possible, tu as un poste qui n'est pas n'importe lequel, tu as la capacité de prendre des décisions. Ben là, je me sentais complètement nulle, complètement, mais vraiment incapable. Je ne me sentais plus du tout à la hauteur. En termes de valeur, je m'interrogeais beaucoup aussi parce que je me sentais complètement décalée par rapport à ce qui pouvait se passer dans l'entreprise. Et mes fondements, je les ai aussi remis en question. Donc ça va presque jusqu'à une perte d'identité. Quand on se pose les questions qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment le néant qui arrive. C'est vraiment le néant. Donc là, vraiment, je ne comprenais plus ce qui se passait. J'avais vraiment le sentiment que tout marchait à l'envers et que j'étais la seule à contresens. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. J'avais vraiment le sentiment que j'étais la seule à nager dans ce sens-là. Et pourtant, je le disais haut et fort, je partageais mes valeurs, je partageais mes idées. J'avais le sentiment d'avoir, on va dire, un certain assentiment en face, mais pour autant, concrètement, c'est pas comme ça que ça se passait. Donc pour moi, le sens et la cohérence, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes, et je ne savais plus où j'allais, ni pourquoi je le faisais. En termes de contribution, je ne voyais plus du tout où était ma place. Donc, où était parti mon professionnalisme, où était mon goût du travail bien fait, tout ça c'était vraiment anéanti, et c'était inexistant. J'étais, on va dire, physiquement j'étais là, mais à l'intérieur, il ne se passait plus grand-chose. Il se passait vraiment plus grand-chose. Donc à ce moment-là, je peux vraiment dire que mon désespoir, il était à la mesure de mon sentiment d'impuissance. Vraiment. Je ne savais plus quoi faire et je ne savais plus qui j'étais. Alors il y a un message que j'aimerais vous passer là, qui me semble vraiment important. Et pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce que, en fait, c'est une source extérieure qui a été suffisamment lucide et bienveillante, qui a alerté mon mari et mon médecin traitant pour dire « Attention, là, il se passe quelque chose de grave ». Et cette personne, c'est Laurence.
Donc vraiment, merci Laurence. Même si j'étais déjà à un stade avancé, je pense que si j'avais continué ce mouvement effréné, eh ben je ne sais pas où je serais aujourd'hui et dans quelles conditions j'aurais poursuivi. Parce que vraiment, je ne pensais pas, enfin, j'avais vraiment une méconnaissance de ce qu'était le burn-out. Et en fait, on a tous tendance à repousser ses limites. Voilà, c'est pas grave, on verra demain, ça ira mieux, on se trouve des circonstances atténuantes. Eh bien non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, tous ces signes, je ne savais pas où ils pouvaient me mener et je ne savais pas quel était le danger. Et le mot, il est fort, mais je vous assure qu'il y a danger. Hein, il y a vraiment danger. Laurence parlait tout à l'heure de suicide. Bon, j'ai aussi eu des idées noires et j'ai aussi eu des idées suicidaires. Donc c'est vraiment important. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, si vous êtes attentif à tous ces signes qu'on peut vous donner aujourd'hui, enfin, soyez attentifs et vigilants, que ce soit vous-même ou les personnes qui sont autour de vous, où vous détectez quelque chose, s'il vous plaît, alertez. Vraiment, c'est capital. C'est vraiment capital. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais ça peut enlever la vie des gens. Donc là, vraiment, c'est un message. Alors, on ne va peut-être pas oser, ou on va peut-être se dire, mais est-ce que je dois vraiment le faire ? Quelle est ma légitimité pour le faire ? Mais si vous avez une légitimité sur la santé, sur la vie des gens. Donc, allez-y. Parce que je pense que la personne elle-même, je pense qu'elle a plus de discernement suffisant pour se dire, voilà, j'ai atteint mes limites. Et là, à un moment donné, il faut consulter ou s'arrêter un moment pour faire le coup. Mais pour rebondir, c'est capital. Donc vraiment, je vous le demande et j'insiste. C'est vrai que c'est une grande charge en étant consultant en entreprise. C'est à un moment donné de dire stop. À quel moment je suis en capacité, moi, de dire, ça y est, je pense vraiment que la personne a les deux pieds dedans. Et c'est quand même un moment aussi où pour Anne, c'est pour ça que pour nous, symboliquement, d'être là devant vous, c'est pas rien, c'est pas neutre, parce qu'émotionnellement, il y a une partie de nous et de notre histoire commune. C'est-à-dire qu'à 2 ans, elle a eu un burn-out et moi j'ai dit stop. Donc voilà, j'ai fait le nécessaire en appelant les gens et en disant maintenant c'est votre responsabilité, je vous demande d'agir. Donc c'est vrai que je me suis mis en contact avec son médecin aussi, on avait tous les deux diagnostiqué chacun de son endroit, bien évidemment. Et mais aujourd'hui, vous voyez, 2 ans après, Anne ne travaille plus, donc j'ai eu un impact clairement sur sa vie. J'ai une autre situation à l'heure actuelle qui m'est un peu compliquée, parce qu'en plus c'est un homme qui m'a dit oui, mais ma femme a un travail à mi-temps, je suis seule à assumer, ma fille est sur Strasbourg, elle fait des études. Voilà, si moi j'interviens, je prends le risque de dire stop à la place de l'autre. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est réellement un burn-out ? Voilà, c'est compliqué. En tous les cas, je le partage avec vous, je partage aussi un peu de mon quotidien et des difficultés que je peux rencontrer. Parce que est-ce que j'ai raison ? Là, oui. Merci, Anne. Voilà, donc il y a effectivement plusieurs émotions. Donc les grandes émotions majeures qu'on rencontre dans le burn-out sont des émotions de ce type-là, alors pas vraiment sympathiques, évidemment. Hein. On va se sentir très frustré, puisqu'il y a une dichotomie entre ses valeurs et les valeurs de l'entreprise. On va se sentir très en colère parce que pas écouté, parce que pas reconnu. On va avoir peur aussi parce que qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Comment ça va se passer ? Est-ce que je vais pouvoir tenir le choc ? Est-ce que moi tout seul je vais pouvoir assurer ? Et on va effectivement être très très anxieux par rapport à l'avenir. En fait, ça va se caractériser très clairement par un manque de plaisir au quotidien, à travailler avec les autres et à faire un bon travail. D'accord ? Donc toutes ces émotions cumulées vont effectivement plutôt amener à vivre sa vie difficilement. Un tout petit peu pour revenir dans la démarche, alors là c'est professionnel bien entendu, mais ça peut être intéressant quand même de savoir qu'il y a des possibilités pour nous d'aller détecter et de faire des choses. Donc au niveau collectif, il est possible d'abord, une fois qu'il y a un burn-out identifié, de le partager en équipe et de voir au niveau de l'équipe, au niveau du service, pourquoi, où ça se passe. On va passer en revue les 6 facteurs. Donc les fameux 6 facteurs qu'on a identifiés tout à l'heure, le surmenage, est-ce qu'il y a trop de travail et où ? Par exemple, est-ce qu'on peut travailler sur la partie pourcentage ?
Est-ce qu'il y a un problème de valeur, de justice, de manque de contrôle, de rémunération? Est-ce que la cohésion d'équipe est là existante ou pas? Donc on va aller en fait repasser en revue ces différents facteurs. L'idée étant de trouver les solutions en groupe pour après faire des propositions à la direction. Bien sûr, une personne externe aide beaucoup à cette démarche-là, et c'est bien tout simple, parce que souvent le problème du burn-out, il y a un problème de discernement, et même de la part des autres. Peut-être si vous me permettez, par rapport à l'équipe d'Anne, ils avaient bien conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils lui disaient souvent, mais tu travailles trop, c'est pas possible. Mais ils ne savaient pas jusqu'où. Ils ne connaissaient pas les limites, il y a un problème de frontières. D'accord ? Voilà pour la démarche collective. Alors, j'en arrête là, parce que là, on se situe dans la vie professionnelle, et peut-être qu'on avait plus envie, nous, de partager avec vous et la démarche individuelle et personnelle que l'on peut faire. Et voilà, il y a plusieurs choses identifiées qui sont déjà un point majeur. C'est 80% de la problématique, c'est remettre en cause sa vie professionnelle. Donc, trouver un équilibre entre le travail, le repos, et donc automatiquement revoir l'organisation. Ne plus travailler comme avant. Ça va être déjà le problème de base. Un autre problème, ce sera, et vous l'avez entendu, puisque physiologiquement, de toute façon, la machine pète un plomb. Donc si elle pète un plomb, elle pète un plomb sur tout. Donc manger, dormir, ça paraît simple, hein, c'est un des premiers besoins physiologiques de Maslow, vous me direz, dans le management. Eh bien, juste ça, c'est plus possible. C'est pour ça que la vie, chaque fois à la frontière, vous voyez, donc manger, normalement, digérer, dormir. Waouh, quel bonheur! Vous vous rendez pas compte, quand vous vous levez le matin, que vous avez le droit à ça. Là, c'est plus du tout du quotidien. Donc, retravailler sur ces éléments-là, gérer son stress par des techniques, on va vous en donner 2, 3, certaines qui font mon affection, mais en tous les cas, on va vous dire comment Anne aussi a réussi à, elle, sortir de là. L'acupuncture, donc on parlait de médecine chinoise sur une autre conférence du Café Santé. Alors effectivement, c'est réellement quelque chose qui fonctionne très bien. Nous avons de réels professionnels dans la région. L'ostéopathie, qui est effectivement une technique douce, et vous remarquez en fait que ce sont chaque fois des techniques qui rappellent au corps de rester là, de reprendre les droits sur sa propre vie. Parce que le problème du burn-out, c'est qu'on a une belle image. Imaginez par exemple, pour vraiment prendre conscience de ce que c'est, vous avez une jolie femme devant vous, elle est bien habillée, bien maquillée, elle est très jolie, mais elle est en burn-out. Parce que la différence du maquillage, c'est de la déco. De la déco, on la met et on l'enlève. D'accord ? Donc vous pouvez voir quelqu'un comme ça qui paraît très bien, mais parallèlement, il y a un burn-out. Donc la façade, et c'est ça qui est compliqué dans le burn-out, l'identification, c'est la façade est très jolie. Donc bien sûr, tous les traitements qui vont pouvoir, au niveau corporel, faire revenir le corps et lui redonner les droits, en fait, ses droits à lui. Dans la phase de la reconstruction, j'ai choisi volontairement de mettre une flèche, on va dire, croissante, mais vous pouvez voir aussi que cette flèche, elle n'est pas linéaire. Et ça, c'est très caractéristique. Et surtout dans la deuxième phase, ici, je sors de ma coquille, eh bien, c'est vraiment une phase accidentée où je suis passée de façon très très soudaine d'un état enthousiaste à un état d'abattement. Alors je détestais cette période-là, parce que c'était imprévisible, cette alternance d'état, et puis en plus je ne les maîtrisais pas. Moi j'étais dans le contrôle. Donc j'avais à chaque fois l'impression de régresser, mais c'était pour moi très très inconfortable, très insécurisant. À chaque fois que j'avais le sentiment d'aller un peu mieux, eh ben, le matin en ouvrant les yeux, voilà, c'était bon, je sentais que c'était pas un jour, c'était pas un bon jour. Ça fait partie de mes apprentissages, c'est d'accepter que ce jour-là, eh ben, ce serait peut-être pas un bon jour, mais c'est pas grave, demain sera meilleur. Donc ça, c'était les caractéristiques. Et il y a une personne qui m'a beaucoup aidé à sortir de ces phases comme ça d'alternance d'état. J'ai entrepris une psychothérapie et c'est un monsieur qui m'a vraiment beaucoup rassurée et qui m'a à chaque fois aidé à traverser ces périodes. Donc pour moi, c'était un soutien très très précieux et je continue d'ailleurs à en voir. Alors, la reconstruction, donc 3 étapes. D'abord, le temps du repos, une deuxième partie avec une ouverture vers l'extérieur, et une troisième. Donc là, je peux dire que je suis vraiment dedans et je suis contente d'y être.
la réappropriation de ma vie. Alors, le temps du repos, je reviens dessus. Le temps du repos, je suis passée du jour au lendemain d'un état d'hyperactivité à un état léthargique. Donc vraiment, le coup près est tombé très très vite. Quand l'arrêt de travail a sonné, je suis quand même allée au boulot. Ça a commencé par là. Et en fait, ce sont mes collègues qui m'ont foutu dehors au bout de 5 jours. Donc, mais c'était nécessaire. Donc là, j'avais complètement fermé la porte, j'avais préparé mes dossiers, je ne voulais pas que mes collègues soient dans l'embarras. J'ai fait des notes interminables pour qu'elles s'en sortent le mieux possible quand je ne serais pas là. Et j'avais quelque part déjà le sentiment que ce départ et cette absence serait longue, très longue. Mentalement, je ne le savais pas, hein. Mais vraiment, je le sentais que je ne reviendrais pas de sitôt. Donc, cette période a duré quand même relativement longtemps, hein, 8 mois. Les 5 premiers mois, je n'ai fait que dormir. La nuit et le jour. Avec des difficultés pour me lever, mais je me suis toujours dit, ma fille, le matin, tu te lèves. Hein, pour ne pas être complètement déconnectée, même si je me recouchais 1 heure après, mais je me levais. Et là, j'ai été aidée par mes filles qui se levaient pour aller à l'école, donc ça a aidé aussi. J'étais réveillée de toute façon. Et donc là, c'était une période où je n'avais ni l'envie, ni la force d'entreprendre quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment dans le vide, hein. C'est ce que Laurence disait, c'est ça la difficulté du burn-out. Vous pouvez avoir quelqu'un devant vous qui apparemment va plutôt bien, mais à l'intérieur, il ne se passe rien. Et ce rien, c'est complètement déroutant, hein. Vraiment. Surtout quand vous avez été occupé à 300% et à ne jamais penser à vous. Donc, ce temps du repos, il a vraiment été nécessaire. C'était la phase où il a fallu retrouver le sommeil, progressivement. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous retrouvez un petit peu d'énergie, rien que pour vous lever le matin, ou pour vous faire à manger à midi, ou pour faire bonne figure quand votre mari rentre le soir, et vos enfants aussi, parce que je ne voulais pas non plus les accabler. Ça, c'est aussi, je crois, quelque chose d'assez caractéristique. Et je pense qu'ils n'ont peut-être pas pris toute la mesure ou toute l'ampleur de mon désarroi. Parce que je me suis vraiment attachée. Alors, j'étais pas comme avant. Je veux pas dire ça, mais je me suis vraiment attachée à faire bonne figure et à ne pas me laisser aller devant eux. Donc, pour ça, pour cette période-là, hein, parce que je n'ai plus du tout assumé les tâches ménagères, enfin vraiment, j'étais franchement une loque. Donc, pour cette période-là, vraiment, je tiens à remercier mon mari Christophe, mes 2 filles qui sont là, au 2e rang, Bérénice et Doriane, mais aussi ma maman, ma sœur, et des amis qui ont été, d'une part, présents, qui ont été attentionnés, qui ont été bienveillants, qui ont été compréhensifs et surtout très passionnés. Parce que ça a été dur et ça a été long. Donc, j'ai été bien entourée, vraiment, bien soutenue, et je pense que ça fait aussi partie de ma reconstruction. S'ils n'avaient pas été là, j'avais vraiment des gens sur qui je pouvais m'appuyer, et c'était avec beaucoup d'amour. Donc merci à tous ceux que j'ai cités et à tous ceux que je n'ai pas cités. Donc, dans la phase du repos, il y a eu un 2e élément qui était quand même assez présent, c'est que je restais obsédée par le travail. Cette idée ne me quittait pas. Je continuais à penser à l'entreprise. Mais ça s'était un petit peu déplacé parce que je ne me voyais plus y revenir, même s'il n'y avait pas de décision prise à cette période-là. Mais j'avais vraiment ce questionnement de place. Où était ma place? Quelle serait ma contribution à l'avenir? Qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie? Et quel sens j'avais envie de lui donner? Et ça, je sais que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, même si aujourd'hui je lui porte beaucoup d'affection, je savais que ce n'était plus possible pour moi. Donc, tout était à reconstruire. Donc là, il y avait une espèce de panique. Hein. Il y avait aussi le questionnement, si je ne travaille plus, c'est revenu divisé par quasiment 2. Donc il y a de la culpabilité. Mes filles commencent à faire des études, donc la culpabilité
de comment on va s'organiser financièrement, etc. Mais tout ça, c'est des questions qui peuvent peser lourd dans la balance et qui n'arrangent rien dans l'état dans lequel on est. Et donc après, il y a eu une troisième chose aussi qui était importante dans ce moment-là, c'était vraiment l'identification de ce qui m'avait fait plonger. Donc ça, en tout cas pour moi, la compréhension était vraiment importante. Donc j'ai écrit beaucoup écrit. Et ça m'a beaucoup aidé à clarifier, parce que quand on écrit, on choisit les mots. On choisit les mots et on les choisit de façon fidèle. Alors aujourd'hui, c'est difficile parce que, en fait, c'est trouver le mot juste qui traduit ou qui illustre une sensation. Eh ben, c'est jamais tout à fait juste. Voilà, mon français est pauvre. Et je n'arrive pas suffisamment à le nuancer. Donc, l'écriture m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai rempli 4 cahiers. Et j'ai encore réécrit pour la préparation de cette conférence, mais avec un fil rouge. Et vraiment, l'écriture, pour moi, ça a été salvateur. Vraiment. Voilà pour le temps du repos. Alors, le deuxième temps, je sors de ma coquille. En 15 jours, j'ai été convoquée par le médecin conseil de la sécurité sociale, par le médecin du travail, et j'étais aussi allée en consultation chez mon médecin traitant, en l'espace de 15 jours. J'avais l'impression qu'il s'était passé le mot, parce qu'ils m'ont tous dit, bon, maintenant, il serait peut-être temps que vous sortiez, que vous rencontriez du monde, que vous fassiez des activités. Et moi, je les regardais comme ça, avec mes yeux de Marion Free. Moi, je n'étais pas du tout... moi, j'étais en sécurité dans ma maison, et je tenais à cette tranquillité-là. C'était vraiment important, c'était mon côté, c'était vraiment ma sécurité. Mais je ne savais pas de quoi ils me parlaient. Moi, je n'avais envie de rien. Je leur disais, mais sortir où? Pourquoi faire? Avec qui? Je n'en avais aucune idée. Et même quand on me posait la question, mais réfléchissez, quand vous étiez au boulot, vous vous êtes sans doute dit, ah, mais si j'avais un peu de temps, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Ben, même là, rien ne me venait. C'était vraiment une période où j'ai eu du mal à identifier des choses qui pouvaient me donner du plaisir. Donc peu à peu, en fait, j'ai eu des invitations, j'ai eu des mails d'invitations à des conférences, et comme par hasard, tout tournait autour du mieux-être. Je dis bon, pourquoi pas, et puis ça a toujours été un de mes intérêts, une de mes préoccupations. Donc j'ai commencé à participer à des ateliers, à des conférences, alors mes amis me tiraient un petit peu, mais je les suivais quand même assez volontiers. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais à nouveau à adresser la parole à des gens que je ne connaissais pas, parce que je ne faisais plus du tout, parce que je m'étais vraiment complètement isolée. Mais pour aller faire mes courses, je calculais. Et peu à peu, j'y ai pris goût. Donc, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se faisait dans la région. Et il se fait vraiment beaucoup de choses, sur un tas de sujets différents. Donc, je me suis vraiment ouverte et ma curiosité a commencé à se remettre en route et mon intérêt a commencé à se remettre en route. Donc, j'avais vraiment l'impression de tout doucement, à nouveau, reprendre vie et à me dire, mais oui, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et il y a d'autres choses que ton univers d'entreprise qui existe. Donc, j'ai continué en fait à participer à ce genre d'événements. Donc au départ c'était vraiment à titre tout à fait personnel. Et ensuite j'ai rencontré des personnes dans un cadre plutôt professionnel. Donc ça a été la deuxième partie de Je sors de ma coquille. Et je me suis positionnée, donc j'ai sollicité des entretiens où on m'a introduite auprès de professionnels. Alors, on va dire dans le champ ressources humaines, on va dire au sens large. Donc, c'était quelque part une occasion de me frotter à nouveau à l'univers professionnel. Là, je peux vous dire que j'avais aussi le cœur qui battait la première fois. Mais je me suis rendu compte que j'ai toujours été bien reçue. Et en se positionnant en enquête métier, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Donc, je voulais simplement que les personnes me parlent de leur métier, me parlent d'elles dans leur métier, ce qu'elles aiment dans leur métier, comment est-ce qu'elles ont démarré, enfin voilà. Et c'était des échanges. Et des échanges très très fructueux, vraiment. En général, on prévoyait 1 heure, il se passait 3 heures. Aujourd'hui, je continue à voir ces gens-là.
Et pour vous dire à quel point c'était important, je pense que là j'avais déjà retrouvé une partie de la confiance en moi, parce que je me suis sentie ni jugée, j'ai pu être authentique dans ces entretiens. Je n'ai pas joué de rôle, j'étais simplement moi. Il y a vraiment des choses qui se sont passées. C'était vraiment, vraiment important, au point où j'ai eu des propositions de collaboration alors que je n'attendais vraiment rien du tout et que je ne me positionnais pas en tant que demandeuse d'emploi. Donc, après coup, je me dis, c'est bien qu'il y ait eu ces rencontres-là. Donc, vraiment, on était sur la même longueur d'onde. Et moi, ça m'a rassurée d'une part, et réconciliée aussi avec le fait que mes valeurs, elles étaient bonnes et elles étaient partagées, surtout. Donc voilà pour le deuxième moment. On est toujours avec ces phases, ça c'est important, parce qu'il y en a eu des très hautes et des très basses. Et ensuite la dernière partie, donc la réappropriation de ma vie, donc ça je peux dire que c'est depuis décembre dernier, janvier de cette année. Donc oui, je me réapproprie ma vie. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que je vis. C'est ce que je veux vivre. J'ai révisé mes priorités. J'ai identifié mes besoins. Et c'est ça qui compte. Je sais aussi où sont mes limites. Et savoir défendre ses limites, quelque part, c'est une preuve d'affirmation de soi. Et j'en suis là. Donc j'ai fait des pas de géant, finalement, en quelques mois. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors il y a vraiment pour moi un avant et un après burn-out. Et pour moi, vraiment, je pense que ce qui continuera à m'aider, c'est de savoir oser dire non. Non à toutes les injonctions que je peux faire, non à toutes les sollicitations externes qui peuvent arriver et qui sont désormais hors du champ des limites que j'ai, des nouvelles limites que j'ai établies. Et vraiment d'être attentive à ça. Pour moi, c'est très très important. Et le mot oser, pour moi, il faut le souligner parce qu'il n'est pas neutre. Pour moi, ça va me demander de l'autre, enfin, ça m'a déjà demandé, et ça va encore me demander, je pense, de l'audace, parce que oser dire non, c'est pas dans mes habitudes, c'est vraiment quelque chose de relativement nouveau. Et c'est aussi, ça marque une opposition avec mes comportements antérieurs. Donc ça, c'est peut-être encore un petit peu difficile pour moi à assumer, mais c'est la voie que j'ai choisie. Donc, il faut que je m'y tienne, et je sais que c'est ça qui est juste pour moi. Donc, ce qui est important, c'est que, pour moi, dire non, ce n'est pas être égoïste. Dire non, ce n'est pas aller ou être contre l'autre, c'est simplement être à l'écoute de ce que je veux profondément. Et de ce qui est bon pour moi. Vraiment. Donc non, je ne laisserai plus les autres choisir à ma place. Ça, c'est décidé. Alors le burn-out, avec du recul, je peux le dire aujourd'hui, c'est un sacré cadeau de la vie. Alors il était mal emballé, parce que j'ai quand même beaucoup souffert. Mais avec du recul, maintenant je me dis, mais est-ce que je serais vraiment passée à côté de toutes ces choses-là, ou est-ce que finalement, par un autre biais, j'aurais pu les vivre aussi? Et là aujourd'hui, je suis contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Donc, je laisse les parenthèses plus difficiles derrière, et maintenant je regarde vers l'avant, et c'est ce qui compte pour moi. Oui, alors je vous l'avais dit tout à l'heure, l'idée c'était de partager un peu avec vous un certain nombre d'outils de gestion de stress. Il en existe énormément. Maintenant, il y en a certains qui en font pour moi des outils de choix. C'est ceux que je vais vous présenter très rapidement, mais l'idée c'est de partager avec vous quels sont les outils que Anne a choisis. Donc, en tous les cas, pour gérer son stress, il y a la relaxation à travers la sophrologie, donc énormément d'outils de ce type-là, toutes les techniques
technique de Schulz, technique Vogt, enfin pour ceux qui font de l'arnaque session, il y a effectivement une panoplie. Il y a la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, je vous parle déjà de David Sarah-Schreiber, mais on va re-entendre ce mot-là prochainement pour les quelques slides qui vont arriver. Cohérence cardiaque, c'est simple, c'est tout simplement faire une cohérence entre la rythmique de son cœur et son émotion. D'accord ? Donc ça veut dire 5 minutes par jour, on va respirer, 3 fois 5 minutes par jour, on va respirer en respectant une cohérence. Donc 5 temps j'inspire, 5 temps j'expire, et ce pendant 1 minute chaque fois sur 5 minutes. Donc voilà, ça j'aime bien, c'est un très bel outil pour ma part que je pratique très régulièrement. Nous avons la méditation de pleine conscience, MBSR. On a la chance sur Strasbourg à avoir le Dr Bloch, qui est un cardiologue, je crois. Pardonnez, un rhumatologue, je me trompe toujours. C'est pas grave. En tout cas, un rhumatologue, Monsieur Bloch, qui a donc même créé l'université de la méditation ici à Strasbourg. C'est fabuleux ce qu'il fait, et il s'appuie sur méditer en pleine conscience, en marchant, en mangeant, dans le silence. En tous les cas, voilà, ça c'est une très très belle technique que j'aime beaucoup, qui s'appuie réellement sur des démarches scientifiques. Ce que je vous présente très clairement, ça a été prouvé. Et dernier point que j'aime bien aussi, qu'on utilise beaucoup dans le sport, c'est la visualisation. C'est-à-dire la capacité à se projeter en image, à se faire son schéma, à se faire son histoire sur ce qu'on a envie de vivre dans un événement particulier. Donc ça, c'est la visualisation. Anne a donc utilisé un certain nombre d'outils qu'elle va partager avec vous. Alors, pour aller mieux, j'ai effectivement pratiqué la sophrologie, que Vanessa a déjà cité tout à l'heure. J'ai aussi beaucoup pratiqué la visualisation. D'ailleurs, je l'ai aussi beaucoup préparé pour aujourd'hui et d'autres événements à venir. Et je peux vraiment vous dire que ça aide de se projeter positivement dans un événement. Je me suis inscrite à des cours Pilates. Donc ça, c'est un programme d'exercice, on va dire physique, plus orienté étirement et renforcement musculaire, en sachant qu'il y a une conscience à avoir au niveau de la respiration et de son corps. Donc c'est vraiment une belle parenthèse en douceur, mais sportive quand même. Et ensuite, il y a eu la peinture. Alors la peinture, c'était un poème. L'œuvre. Et ça, j'ai envie de vous en parler. Alors pourquoi j'ai envie de vous en parler ? Parce qu'il y a eu tout un processus autour de ce tableau. Alors déjà, je l'ai appelé Cathédrale de lumière. Ce tableau, en fait, c'était une grande révélation. Parce qu'au début, quand j'allais à mes cours de peinture, j'y allais comme pour aller au boulot. Performance, résultat. C'est tout ce qui comptait. Bon, il fallait que mon tableau soit beau, qu'il soit parfait, qu'il soit bien exécuté, selon les consignes et dans les temps. Donc j'étais sacrément bien engagée et impliquée dans mon activité de détente. Super. Donc, je suis restée sur des petits formats pendant longtemps. Et petits formats demandent beaucoup de minutie, donc de contrôle. Et je suis restée là-dedans, parce que bien sûr, le contrôle, je sais faire. Mais je n'y prenais pas vraiment beaucoup de plaisir. Et un jour, subtilement, l'animatrice, alors elle attend un bébé, le terme c'est pour aujourd'hui, alors je croise les doigts pour elle, m'a subtilement invitée à m'essayer sur un format plus grand. Alors vraiment plus grand, parce que c'était du 120 par 60, alors du 30 par 30 pour passer sur du 120 par 60, et ben pour moi c'était pas évident. Et là, et ben grande était ma surprise. Ce tableau, je l'ai fait en 10 minutes. Ce tableau, en fait, ma main n'a été que le vecteur de l'état dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Ça a été fluide, j'ai vraiment lâché prise, je me suis fait confiance, je me suis dit si c'est rapide, c'est pas grave, je remets un coup de pied dessus et je recommence. Ce que je n'aurais pas été capable de me dire quelques semaines auparavant. Et j'étais surtout dans la sensation.
Donc la volonté, c'était pas d'obtenir un résultat. Et ça fait toute la différence. Donc ce tableau, il me parle. Il a vraiment... j'ai été très très surprise autant du résultat que du processus qui m'y a emmené. Vraiment, j'étais très attentive à ça. Et il a vraiment une symbolique très très forte et il a une valeur inestimable pour moi. Je précise qu'il n'est pas un Il a une caractéristique que moi j'aime bien, c'est le petit point là. Et ce petit point a une histoire, puisqu'il n'est pas là comme ça tout seul pour rien. J'aimerais bien que vous me la racontiez. Alors, pour aller au bout de l'histoire, donc effectivement, on va dire le plus gros de l'œuvre, si on peut appeler ça une œuvre, a été fait, on va dire, très très spontanément. Et donc j'étais arrivée là, et il manquait quelque chose. Et j'avais envie de rajouter un point. Mais je me suis dit, mais s'il n'est pas placé là où il faut et là où je veux, c'est raté. Et j'avais tout fait, c'était vraiment le point final. Je me dis, comment je vais faire? Et j'ai vraiment consciemment observé que je me suis remise dans un état de résultat, de performance, de perfection. Donc l'animatrice m'a fait essayer un tas de choses, de loin, de près, beaucoup de peinture, pas beaucoup de peinture, dedans, dehors, des grands cartons, enfin c'était juste incroyable. Et ça ne donnait jamais le résultat que je voulais. Et j'étais bloquée avec ça. Je suis restée plus d'un quart d'heure sur ce point, sur ce fichu point que je n'arrivais pas à mettre sur mon tableau. Et à un moment donné, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé en fait, mais j'ai lâché. J'ai vraiment lâché, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on verra. C'est peut-être pas tout à fait ce que tu voudras obtenir, enfin, ce que tu veux obtenir, ou l'image conforme à celle que tu avais, mais tente, on verra. J'ai trempé mon pinceau dans la peinture, j'ai laissé tomber, et c'était pile poil ce que je voulais. Donc vraiment, l'expérience du lâcher-prise là, a été extraordinaire. J'en avais fait d'autres où je me suis retrouvée complètement coincée, physiquement coincée, à mettre 3 quarts d'heure pour m'habiller. Mais le lâcher-prise par rapport à la notion de volonté, ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est pas facile à faire. Parce que intellectuellement, je savais ce que ça voulait dire, mais concrètement, je ne savais pas comment faire. C'est joli, hein? Ça aussi, hein? Merci de votre écoute, merci d'avoir pu, en tous les cas, partager avec nous son histoire, une partie de la mienne. Nous vous proposons, comme on a un petit peu le temps, de passer aux questions. Et c'est vrai qu'en fonction du temps qui nous reste, Anne aimerait partager quelque chose avec vous. Ce serait un peu son cadeau. Donc si on pouvait se prendre 5 minutes pour ce cadeau-là, avant de se quitter. Alors peut-être d'abord les questions et le cadeau après. Et donc si vous êtes d'accord, on se quittera là-dessus. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup à l'association d'avoir organisé ça, parce que ça fait beaucoup de mal, mais en même temps, ça fait du bien de voir sa vie dérouler sur un PowerPoint. Oui. Ça fait du mal et ça fait du bien de voir votre expérience. Oui. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Oui, on vous écoute, mais de toute façon, c'était un sujet qui amenait automatiquement de l'émotionnel. Est-ce qu'à partir du moment où on s'est dit, ça y est, le burn-out est là, il est fait, oui. Est-ce qu'il faut se dire que forcément, on n'y retournera plus dans cette boîte-là? Oui. Est-ce qu'il faut se dire, allez, stop, j'arrête, je passe à autre chose, quoi? Oui. Alors, c'est sûr que c'est une sacrée remise en cause de sa vie professionnelle, de sa vie tout court, parce qu'on va réviser. Maintenant, ne plus y retomber, je ne peux pas vous dire, si vous êtes accro au chocolat, et puis que vous arrêtez, et puis dire je n'y toucherai plus jamais. Moi, j'ai tenté. J'y suis revenue. Non, mais là, c'était pour rire. Mais par rapport au burn-out, je ne peux pas vous dire vous y retournerez plus. Mais en tous les cas, une chose est claire, c'est que si vous arrivez à l'identifier, si vous arrivez à un moment donné à le prendre en compte et à le conscientiser, c'est dire stop. Maintenant, ma vie va changer parce que c'est moi qui la prends en charge, parce que c'est moi qui en deviens acteur. Vous comprenez? Et ça, vraiment, moi, j'en suis convaincue. Il y a eu avant
Et ça, c'est un moment, pour moi, c'est peut-être une espèce de point-virgule dans l'histoire de votre vie, dans le livre de votre vie, vous voyez. Mais ce point-virgule, il a vraiment un impact sur la suite. Et je suis réellement convaincue qu'à partir du moment où vous-même vous mettez ce point-virgule pour pouvoir continuer la suite de votre histoire, il y a possibilité, oui, de ne pas y retourner. Mais maintenant, il faut prendre la décision. Prendre la décision d'arrêter. Et je crois qu'à travers le témoignage d'Anne, on a bien entendu savoir dire non. Ça s'appelle l'assertivité. Et même si ça fait mal, parce qu'avant on a été gentil, on a été poli, hein, vous êtes d'accord? Et bien là, la politesse, c'est terminé. Il n'y en a plus de la politesse. Parce que ce n'est pas pour les autres que vous êtes poli, mais bien pour vous. Ce sera la politesse qui vous sera adressée à vous. Et là, oui, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, c'est l'espoir que moi j'en ai. Si je peux peut-être rajouter quelque chose... Attends, non, il faut attendre le micro. Alors, je ne pense pas, personnellement, mais ça n'engage que moi, hein, ce que je vous dis, je ne pense pas qu'il y ait une règle absolue de retour ou de non-retour. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un an d'arrêt de travail, j'ai eu l'occasion de rencontrer le DRH du groupe. Et donc, lui, il était nouvellement nommé dans l'entreprise. L'objectif pour moi de cet entretien, oui, c'était de faire connaissance, mais c'était surtout de savoir s'il y avait une place pour moi dans cette entreprise. Donc j'ai vraiment préparé cet entretien avec des questions qui, et selon les réponses qu'il m'apporterait, me permettraient de me dire, ben oui, je peux encore me sentir bien, j'ai encore une contribution dans cette entreprise, mais sans m'effacer moi. Au bout de 5 minutes, je savais que je n'avais plus de place. Voilà. Mais je m'y suis confrontée. Mais à un moment donné, je pense que c'est vraiment important d'avoir peut-être même du courage, hein, parce que moi, j'ai peut-être pas eu de courage non plus, hein, de dire à un moment donné, pourtant j'ai dit à certains moments, stop, là, je ne peux plus. Mais bon, les sollicitations sont tellement grandes, nombreuses, différentes, se complexifient. Ben, à un moment donné, vous dites, si je m'arrête, eh ben, ça va encore être pire après. Donc, je continue. Mais si vous sentez des signes, comme j'ai pu les énoncer tout à l'heure, vraiment posez-vous profondément la question. Pas à votre tête, hein, à votre cœur et ici. C'est là que ça se passe. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouvais que c'était très intéressant. J'avais une question par rapport au processus de burn-out. En fait, est-ce qu'à partir du moment où votre entourage vous a indiqué que vous faisiez un burn-out, vous en avez pris conscience, vous l'avez accepté, ou au début il y a eu un phénomène de rejet? C'était de la négociation, hein. Ça je vous le dis. Alors j'avais conscience que quelque chose n'allait pas correctement. Et depuis longtemps, en plus. Ça faisait des années. Hein. Ce n'était pas juste les derniers mois qui faisaient que je pouvais dire, mais là, ma cocotte, arrête-toi, tu disjonctes complètement et tu ne peux pas continuer comme ça. Quand Laurence m'a dit, est-ce que vous m'autorisez à appeler votre mari? Je me suis dit, bon, c'est que là, il doit y avoir quelque chose de grave. Et quand mon mari m'a dit le soir, on va chez le médecin, je dis, pourquoi tu es malade? Il me dit, non, c'est pour toi. Je dis, mais moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Je dis, pourquoi tu veux que j'aille chez le médecin? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? J'ai rien à lui dire. Donc non, ça n'a pas été facile à accepter. Et pour la cause, hein, je suis allée retourner travailler, je suis allée au bureau en étant malade. Mais j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une équipe vraiment fantastique, des collaboratrices très très précieuses qui m'ont dit, maintenant Anne, ça suffit, on est grande, on se débrouille. Et elles m'ont aussi beaucoup aidée. Mais accepter, ça fait partie de mon apprentissage. Accepter, c'est vraiment très difficile quand on se sent illimité dans ses ressources, quoi. Parce que quelque part, c'était ça. J'ai tout le temps repoussé, alors que je m'évanouissais, j'avais des malaises, j'avais des vomissements. Enfin, il y a vraiment eu des choses physiques très très fortes. Mes membres qui ne bougeaient plus. Bon, à un moment donné, on peut quand même se poser la question. Eh ben non, j'ai continué. Donc non, c'était vraiment difficile à accepter. Vraiment. Mais à un moment donné, le corps aurait pu aller encore plus loin. Hein. Mais j'ai eu les bonnes alertes au bon moment. Il y a un réel déni, hein, sur la problématique.
Réel déni. Ah, c'est vrai. Autre question? Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, en tant que thérapeute, j'ai une question. J'ai une cliente qui a un problème avec son mari, qui est dans cet état-là, à peu près. Mais elle vient vers moi parce qu'elle a un problème avec son état. Ça veut dire qu'elle a un problème avec son mari, pas le burn-out, mais son mari n'accepte pas. Pas encore, mais ils commencent tous les deux à se ressembler, elle me dit. Par contre, son mari est vraiment dans un état, ou commence à être dans un état de plus en plus grave, comme vous l'avez décrit. Et moi, je me sens un petit peu impuissante vis-à-vis de cette situation, parce que c'est le mari qui doit être plus prêt, doit être mûr pour demander de l'aide. Mais est-ce que je peux il ne l'est pas. Enfin, il n'est pas conscient. Est-ce que je peux juste reprendre? Nous sommes bien d'accord que la problématique que vous avez, c'est une dame qui travaille avec vous, mais qui dit que son mari est en burn-out, c'est ça? Et que lui dénie la situation. Bon, c'est ça que j'ai compris? C'est difficile de dire le diagnostic, mais la description, oui. Ce que vous dites, ça ressemble énormément. Moi, j'évite de donner des diagnostics à distance. C'est juste ce qu'elle me décrit. Je sens que ça les pèse beaucoup, qu'il faut de l'aide, qu'il faut du soutien, mais je ne peux rien faire. Oui. Je peux juste l'informer du danger. Mais ma question est comment alerter ces gens? Comment faire s'ils ne veulent pas arrêter, s'ils sont comme drogués, s'ils veulent continuer dans ce rythme? Oui. J'entends bien, et c'est vrai que c'est une des difficultés. Si on n'a pas le soutien extérieur, un regard extérieur qui vous dit que ça ne va pas, c'est compliqué. Donc sa femme qui lui dise arrête, mais je pense que c'est peut-être elle aussi, bon, il faut qu'elle soit assez claire, et c'est pas facile sur la problématique, mais c'est de dire d'arrêter, c'est d'aller voir le médecin, et il y a une obligation. C'est-à-dire, nous, l'extérieur, on oblige l'autre. Hein. Moi, Anne, elle a négocié. Hein. Non, mais attendez, d'accord, mais pas aujourd'hui, mais demain. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, quelque part, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire c'est passer à travers sa femme pour pouvoir le toucher lui. Waouh, c'est compliqué, c'est dur, je sais pas. La résistance aussi, bien sûr, de la part du mari, oui. Ah bah, il veut pas, lui, hein, parce que ça vous est vaincu quand même. Hein. C'est un échec. Peut-être les gens doivent mûrir, enfin, doivent souffrir encore plus afin de jusqu'à mourir. Il n'y a pas d'autre moyen, on ne peut pas les forcer quand même. Enfin, je vais demander votre conseil, qu'est-ce que vous faites pour... si vous avez un... Bon, moi je suis consultant, hein, donc moi j'arrête. Maintenant c'est clair, il n'y a plus de négociation possible. Donc voilà, j'appelle ce qu'il faut autour de moi. De toute façon, aujourd'hui, je mets DRH, RH, tout le monde en place et je dis stop, on arrête. C'est mon devoir d'alerter. Ça, ce sera ma posture. Vous voyez, mais ma posture est peut-être beaucoup plus claire et je veux dire, le danger est tellement fort que je ne prendrai pas de risque. Hein. Maintenant, pour cette problématique que j'entends bien, je pense que c'est vraiment accompagner cette femme à ce que ce soit elle qui agisse. Qu'on soit très clair, il y a un déni, il y a un manque de discernement de la part de la personne qui vit cette situation-là. Et donc, il faut le lui dire. Parce qu'elle ne le saura qu'au dernier moment. Et c'est ça qui est problématique. Donc c'est tout ce qu'on peut faire pour alerter. Sa femme. Sa femme, elle a la tête libre, elle a la tête, elle est lucide, plus lui. Donc c'est à elle de faire. D'autres questions? Oui, bonjour. En fait, c'est pas une question. Simplement, je me retrouve complètement parce que je suis dedans, quoi. Simplement, je voudrais dire que c'est l'entourage qui peut faire quelque chose. C'est pas la victime, quoi. Ça, c'est clair. Tout seul, j'aurais rien fait. Je voudrais préciser une chose sur en cas de suicide, par exemple. Souvent, on entend dire dans les entreprises ou dans les médias, oui, mais cette personne avait un problème familial. Non, c'est le burn-out qui nous amène à tout ça. Mon épouse est là, elle peut en parler. Si j'en suis sorti aujourd'hui, c'est grâce aux autres et grâce à elle. Il n'y a pas d'autre solution. Et nous, on ne se rend pas compte. On ne peut pas. C'est pas possible. Ouais. Voilà, moi, j'ai plongé. Et c'était pas fait pour moi, normalement. Ouais. Oui, c'est pour les autres. Voilà, c'était un petit témoignage, quoi. Oui. Ouais, merci, vous avez raison. Et effectivement, je le répète, hein, c'est le déni, c'est le manque de discernement, c'est l'extérieur qui permet de bouger. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Moi, je suis dans le milieu des ressources humaines, puisque j'interviens avec eux. Et là, c'est la négociation avec eux aussi. Et c'est âpre. Hein. Parce que quand j'ai un DRH qui me dit « Oui, enfin, vous savez, le burn-out, c'est quand même une histoire d'individu, non ?» Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Et là, je me fâche.
Là, vraiment, en entreprise, eh bien, je deviens mauvaise vis-à-vis des DRH en disant, ça, c'est votre responsabilité, c'est un problème managérial, on est d'accord, monsieur? C'est pas votre femme qui vous a embêté tous les jours en vous surchargeant de tâches ménagères. J'imagine pas, hein. On est bien d'accord, c'est bien l'environnement professionnel qui amène à ça. Et simplement pour dire, si j'en sors aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a changé de poste. J'ai la chance d'être une grande entreprise qui m'y a amené à cet état-là, mais qui aujourd'hui m'aide, entre guillemets. Je n'irai pas jusqu'à la remercier. Mais aujourd'hui, je change de poste, je change d'endroit, je change de collègue, je change de tout. Oui. Mais vous voyez, par exemple, le problème est déplacé, parce que si on remet quelqu'un d'autre à votre place, c'est pour la prochaine personne. Non, il n'y a personne. Oui, d'accord. C'est bien pire. Ah oui, c'est plus pire, alors, c'est ça. Ouais, c'est plus pire. Ouais. Oui, mais j'entends bien, j'entends votre discours, et moi je suis au quotidien confrontée à cette problématique, ces réalités, et c'est des âpres négociations, mais vraiment, bon, moi je vois vraiment d'où ça vient. Et le burn-out n'est pas un problème personnel, ce n'est pas un problème familial et d'équilibre, c'est une évidence. Ce n'est pas là que ça se situe. Et les personnes que je connais qui ont eu des burn-out, ce sont des gens qui sont en couple, très bien établis, relativement stables et satisfaits en couple. Oui, alors bonjour. Bonjour. Je suis justement, je suis donc la compagne, sa femme. C'est vrai que c'est une affaire qui a, je dirais, qui a mûri il y a peut-être 10 ans. C'est fait en 10 ans. Ça s'est accéléré les 5 dernières années. Et alors, les relations familiales ont été assez difficiles. Je dirais, j'ai subi aussi, donc par l'agressivité, l'irritabilité dans les paroles. Hein. Et j'ai été voir mon médecin. Je lui ai dit, voilà, c'est difficile à vivre. Elle m'a répondu, je ne peux rien pour vous. Je lui ai expliqué, son travail, il a des grosses difficultés. Alors moi, je lui en veux de m'avoir dit ça. Je ne savais pas ce que c'était que le burn-out. J'avais bien conscience que c'était le travail qui posait tellement de problèmes. C'est vrai que si j'avais eu toutes ces informations-là, et puis peut-être lui aussi d'ailleurs, hein, on ne serait pas arrivé jusqu'au clash. Voilà. Alors, c'est vrai que le burn-out, le terme, moi je ne le connaissais pas. On a beaucoup lu tous les deux, peut-être lui plus que moi encore, et c'est vrai qu'il y a un manque de connaissance de tout ça, et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu le prévenir si on avait su tout ça. Voilà. On en entend parler, France Télécom, il y a eu beaucoup de bruit à ce sujet-là, mais finalement on ne sait pas qu'on est là-dedans, on ne le sait pas. Et c'est vrai que ça a été une souffrance pour lui le premier, bien sûr, mais pour toute la famille aussi. Bien sûr. Voilà. Ouais, merci. Ouais, merci de votre témoignage, il est tellement réel. Je sais que c'est un problème managérial. Donc pour ma part, moi j'intègre systématiquement dans mes démarches et formations managériales cette dynamique. C'est vrai maintenant, en donnant des outils. Après, chacun va aimer ses propres outils ou pas. Donc voilà, ça c'est ce que je peux apporter moi en entreprise. C'est vrai à ma petite mesure. Maintenant, merci à votre entreprise de vous avoir soutenu quand même, de vous avoir soutenu en vous aidant à peut-être passer à autre chose. Et puis c'est vrai que la famille a un impact très très fort dans cette problématique. Alors je vous propose effectivement maintenant, peut-être nous avions quelque chose à partager avec vous. Si vous êtes d'accord, le micro pour Anne. Elle aimerait... Ah oui, une petite question, alors je vous laisse 2 secondes. Il nous reste 5 minutes. Oui, dernière question assez rapide. C'est une problématique délicate qui amène beaucoup d'émotions et on peut lire l'émotion un petit peu dans les yeux de chacun. Le micro. Dans les yeux de chacun. Peut-être pour répondre et faire écho aussi à la question tout à l'heure, c'est le burn-out connaît vraisemblablement différentes phases. D'où l'importance d'un réseau et des professionnels qui vont accompagner dans les différentes phases, chacun avec leurs compétences. À un moment donné, il faut dire stop, et c'est peut-être de la place d'une consultante où on peut dire stop, on arrête tout. Ensuite, il y a d'autres choses, des techniques alternatives, ensuite d'accompagnement, de relaxation, de psychothérapie, etc. J'en viens à ma question assez rapidement. Vous sembliez faire une différence assez nette et assez claire entre le burn-out et la dépression. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ?
Alors, la dépression, c'est un problème, une problématique que tout le monde peut rencontrer dans sa vie, donc un état dépressif lié à une situation. Et donc, on va percevoir, enfin, il va y avoir un certain nombre de signes cliniques qui sont très clairement détectés par le médecin. Le burn-out, peut-être le monsieur pourrait même, enfin, on va éviter l'échange maintenant, il nous reste peu de temps, mais le burn-out, en fait, on peut rentrer dans une dépression, mais ce ne sont pas les signes d'une dépression. Quand vous voulez lever le matin et que vous n'y arrivez pas, quand vous voulez vous coucher, dormir, vous n'y arrivez pas, quand vous avez un problème d'alimentation, vous n'êtes pas déprimé, quoi. Et c'est le corps qui rejette tout. Vous voyez, il peut y avoir un état dépressif, il peut y avoir, mais ce n'est pas l'élément qui va caractériser le burn-out. D'accord ? Hein ? Oui. Je voulais juste souligner, et je terminerai là-dessus, par rapport à la problématique des médecins. Nous avons de très bons médecins quand même, mais c'est très compliqué pour eux. Déjà, ils se sont les premiers touchés par la problématique. Donc c'est extrêmement compliqué pour eux, parce que ce sont des professions libérales, et on ne peut pas, en tant que profession libérale, s'arrêter de travailler, donc c'est très compliqué. Et d'autre part, il n'y a pas de diagnostic très précis. C'est dur d'être sûr sur le diagnostic d'un burn-out. Donc je pense que, oui, j'entends madame ce que vous disiez, mais en même temps, peut-être qu'on peut comprendre que ça leur est difficile. Allez, on termine. Merci. Un exercice pour que Anne nous propose. Oui. Alors le petit exercice, donc c'est 5 minutes. Il est issu de la psychologie positive. Alors la psychologie positive, en fait, s'intéresse à ce qui rend les gens heureux. C'est un mouvement qui a été lancé en 1998 par Martin Seligman, chercheur en psychologie et également professeur à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Alors, cet exercice s'appelle le pouvoir de la gratitude. En quoi est-ce qu'il consiste ? Il consiste simplement, chaque jour, de repérer 3 kiffs. Alors, c'est quoi un kiff ? Je vois ma fille qui sourit. C'est 3 moments, situations, interactions, un goût, un parfum, quelque chose qui vous a fait plaisir et pour lequel vous avez envie de dire « alors là, merci ». Voilà, ça se résume à ça. Il a été prouvé, de par les recherches de l'équipe de Martin Seligman, que de faire cet exercice pendant 3 semaines augmente notre niveau de bonheur. Donc ça vaut le coup. 5 minutes par jour. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre 2 minutes pour vous, ou même pas, vous remémorez par exemple la journée d'hier, et vous pensez à 3 moments, 3 situations, un échange de regards, enfin ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous a marqué et surtout qui vous a fait du bien. C'est surtout ça, parce que c'est merci la vie. Donc prenez 30 secondes, 40 secondes, alors si vous n'en trouvez pas 3, pas de pression, 1 ou 2, c'est déjà pas mal. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc je vous laisse 30 secondes, je fais l'exercice pour moi aussi, et après, il s'agira simplement peut-être de vous tourner vers votre voisin ou de vous trouver un partenaire ou un binôme et simplement d'échanger vos kiffs. Un kiff, si ça te touche, ça me touche. Un kiff, ça ne se commande pas, ça ne se critique pas, ça ne se discute pas. Ça s'écoute, c'est tout. Ça s'écoute et ça s'accueille. Voilà. Donc je vous donne 30 secondes. Merci. Alors hier, dans ma journée, ce que j'ai retenu et qui m'a fait du bien, et alors j'ai eu, oui, trois moments, là. Bon, j'ai un peu l'habitude de faire cet exercice. J'ai passé un temps dans mon jardin hier, et c'est une passion que je me suis redécouverte. Et il y avait une lumière très très belle hier, donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à voir toutes ces herbes bouger avec le vent, etc. Oui, merci pour cette belle nature. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est vraiment un lieu ressource pour moi. J'ai aussi fait mes courses hier et j'ai eu l'occasion d'échanger avec la caissière du supermarché qui avait les yeux qui pétillaient. Eh ben, c'est pas si souvent que ça. Et ben, merci la vie. Et puis un troisième, mes filles sont rentrées hier soir et m'ont annoncé d'excellentes notes. Donc merci la vie, merci mes filles de votre beau travail et de votre belle réflexion sur les sujets que vous avez travaillés. Voilà pour les miens. Donc maintenant, si vous voulez bien vous prêter au jeu, peut-être juste l'espace simplement d'échanger vos kiffs avec votre voisin.